Bienvenue à notre émission Bon pied, bon oeil, bon cœur. Cette émission se veut une émission éducative, mais surtout un cœur à cœur avec vous à la maison. Le Club Bon Cœur a désiré vous faire partager une expérience que nous avons faite pendant la pandémie, soit à la demande d'Annie-Claire Langelier, une jeune bachelière de l'Université de Rimouski et une fille de Baie-Saint-Paul qui travaille maintenant comme infirmière à l'urgence au centre hospitalier. Elle nous entretient sur un sujet très important, le diabète 2. Alors, on voulait vous le présenter parce que c'est important que vous puissiez avoir les bonnes informations et surtout voir à une prise en charge importante puisqu'elle nous donnera des bons trucs aussi. Alors, je laisse la place à notre amie Annie-Claire et par la suite, pour conclure, notre ami Gérald Gauthier. Bonne émission. L'émission Bon pied, bon oeil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutuline Dufour de Baie-Saint-Paul. Donc, bienvenue tout le monde à ma petite conférence que j'ai intitulée « Le diabète, une maladie sournoise ». Donc, je vous expliquerai là, au cours de la conférence pourquoi j'ai appelé ça une maladie sournoise. Donc, ces conférences-là, ça s'inscrit dans un cours de mon baccalauréat qui s'appelle le projet intégrateur. Donc, c'est un cours qu'on fait sur un an, la dernière année du bac en sciences infirmières. Donc, on commence là à l'automne à se trouver une problématique à aller dans le milieu. Moi, j'avais déjà mijoté ça l'été passé, que je voulais le faire ici au Club Bon Cœur. Donc là, réfléchir quel sujet qui serait intéressant. Puis ensuite, j'ai fait des recherches sur ma problématique. J'ai envoyé un petit questionnaire aussi sur Internet aux membres du Club Bon Cœur. Je ne sais pas si vous l'aviez tous rempli, mais en tout cas, j'ai eu des résultats pour mon questionnaire. Donc, tout ça, ça m'a permis de monter mes présentations que je fais là, aujourd'hui et jeudi prochain. Donc, je me présente un petit peu. Qui suis-je? Donc, moi, c'est Annie-Claire Langelier. Je suis infirmière depuis 2 ans. Je travaille ici à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Donc, je suis en train de compléter là, mon baccalauréat en sciences infirmières. Je termine là, à la fin avril. Fait que ça s'en vient, c'est le décompte, là. Pour ce qui est du diabète, moi, c'est une maladie qui me touche beaucoup. Mon père a eu un diagnostic de diabète il y a à peu près 5 ans. Donc, c'est là que je me suis mis à m'y intéresser encore plus. Évidemment, je l'ai vu dans ma technique au collégial, puis dans mon bac, mais j'avais quand même un intérêt là, particulier pour la maladie. Puis, l'activité physique et l'alimentation saine aussi, ce sont vraiment j'appelle ça des passions pour moi. J'aime beaucoup ça. J'avais commencé mon cégep en technique diététique il y a plusieurs années déjà. Puis, j'ai pas continué là-dedans, mais le volet alimentation m'intéresse beaucoup. Moi, c'est sur ça que je vais axer le plus dans ma présentation. Évidemment, l'activité physique est tout aussi importante pour la prévention du diabète, mais je pense qu'avec la stagiaire en kinésiologie, vous êtes en de bonnes mains pour cet aspect-là. Donc, je voulais revenir un peu sur la présentation des résultats du questionnaire que j'avais envoyé. Donc, c'est super intéressant, là, avec les petits graphiques, de voir un peu... Donc, tout d'abord, j'avais regardé là, la tranche d'âge pour ici les membres du club. Donc, on a là, 75 ils sont, la tranche d'âge, c'est 66 ans et plus. Puis moi, là, ça fitait très bien là, avec ma population cible. Je vous montrerai là, un peu plus tard, là, par rapport au diabète, là, le groupe d'âge les plus touchés sont les 65 ans et plus. Donc, c'était vraiment là, ma population cible. Ensuite, combien de temps accordez-vous par semaine à l'activité physique? Donc, on a 75 des membres qui ont répondu plus de 3 heures, ce qui est excellent. Puis, je pense que la plupart des membres du Club Bon Cœur, c'est des gens qui ont leur santé à cœur et qui veulent en apprendre plus, qui veulent être actifs. Donc, ça, c'est super aussi... pour moi, pour que vous appliquiez un peu les conseils que je vous donne. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, quelle importance accordez-vous à votre alimentation? Donc, on avait, je vois mal le pourcentage, 40 qui disaient 8 sur 10. Puis, les autres, ça se situe quand même entre 6 et 8 sur 10, 9 sur 10. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, pour ceux qui ont mis un petit peu moins d'importance, bien, j'espère que ma présentation
va vous aider à accorder un peu plus d'importance à l'alimentation. Ensuite, le diabète était une maladie qui vous préoccupe. Donc, on avait, là, c'était quand même partagé. Là. On avait un 45% qui disait absolument, un 40% là, qui disait plus ou moins. C'est correct. Puis, comme je dis, vous êtes des gens là, qui ont leur santé à cœur. Fait que probablement que vous avez déjà quand même des assez bonnes habitudes de vie. Puis, c'est ça. Puis, mais tu sais, quand je vous parlais un peu là, de la maladie sournoise, c'est que des fois, on a des idées, on pense qu'on mange bien, qu'on est assez actif, mais tu sais, des fois, on peut quand même travailler le tout là, pour rendre ça plus optimal. Donc, les degrés de connaissance sur le diabète et aussi sur les lipides, protéines, glucides, là. Donc, on avait, la majorité, là, c'était quelques connaissances. Donc, on va pouvoir bonifier le tout là, avec la présentation. Donc, je vais commencer avec quelques statistiques sur le diabète qui sont assez percutantes, je crois. Donc, au Québec, on a 800 000 personnes qui vivent avec le diabète, parmi lesquelles 250 000 l'ignorent. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes qui ignorent qui vivent avec le diabète. Puis, je vais vous parler un peu des symptômes tantôt, puis on va voir pourquoi c'est pas si facile que ça à diagnostiquer. Puis, il y a des gens qui ça perdure, puis ils ne se font pas diagnostiquer. Ensuite, si toutes les personnes diabétiques formaient un pays, ce serait le 3e plus gros pays au monde. Donc, on peut voir que c'est un problème qui est assez présent dans ça, là, c'était comme dans les statistiques aussi là, pour tout le monde. Là, donc, c'est quand même c'est un problème qui est bien présent. Donc, le diabète, c'est la première cause de cécité chez la personne de moins de 65 ans, donc la perte de la vue. Le diabète est responsable de 40% des insuffisances rénales et de 50% des amputations d'origine non traumatique. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et le diabète est un fardeau économique estimé à 3 milliards de dollars par année en coûts directs et indirects. Donc, ici, on parle de médication pour ceux qui sont diabétiques, d'hospitalisation, de soins, de tous les soins là, que ça nécessite. Là. Donc, c'est non négligeable, disons. Donc, pour commencer, là, il existe plusieurs types de diabète. Moi, je vais vous parler principalement du diabète de type 2, mais pour commencer, là, je vais faire un peu la distinction entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, le diabète de type 1, c'est une maladie qui est auto-immune. Donc, c'est les cellules bêta du pancréas, ça, c'est les cellules qui produisent l'insuline, qui vont être détruites par le système immunitaire de la personne, pour des raisons inconnues. Toutes les maladies auto-immunes, c'est ça. C'est le système immunitaire qui commence à s'attaquer, entre guillemets, à son propre corps. On ne sait pas pourquoi, mais ça survient. Ça apparaît généralement avant l'âge de 20 ans. Donc, souvent, là, ça va être des jeunes de début adolescence qui vont commencer à avoir des symptômes de diabète et ils vont être diagnostiqués diabète de type 1. Mais ça peut arriver quand même, c'est très rare, mais à une certaine âge. Mon père a été diagnostiqué diabète de type 1 à l'âge de 60 ans. On appelle ça des LADA. Donc, c'est des diabètes de type 1 qui sont diagnostiqués là, vraiment sur le tard, là, puis qu'il n'y avait pas de symptômes avant. Puis, évidemment, il n'est pas possible de prévenir ce type de diabète, puisque c'est le corps qui s'attaque à son propre corps. Donc, diabète de type 2 maintenant. Donc, c'est le type de diabète qui est le plus fréquent. Donc, 90% des cas de diabète, comme je le mentionnais tantôt. Ça survient le plus souvent chez les adultes de 40 ans et plus. Mais maintenant, avec l'augmentation de l'obésité, des mauvaises habitudes de vie, ça arrive de plus en plus tôt. Là, on voit maintenant là, des enfants là, de 11-12 ans qui sont diagnostiqués diabète de type 2. Donc, c'est assez préoccupant. Là. Donc, le groupe d'âge le plus touché, comme je l'avais mentionné, c'est les 65 ans et plus. Donc, je crois que pour la majorité, là, vous êtes dans cette tranche d'âge. Donc, vous allez pouvoir bénéficier là, de ma conférence. Les facteurs de risque, on parle d'obésité abdominale, de sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires. Donc, dans le diabète de type 2, il y a deux phénomènes qui sont généralement présents. Donc, on parle d'une résistance du corps à l'insuline et d'une diminution de la production d'insuline. Je vais vous expliquer là, à l'aide du rôle de l'insuline un peu tout ça, comment que ça se passe. Puis, évidemment, le diabète de type 2, c'est une maladie qui se prévient et qui peut être réversible.
Donc, on peut être diagnostiqué avec un diabète de type 2, on change nos habitudes de vie, on perd du poids et le diabète peut complètement disparaître, là. Donc, comment agit l'insuline? Donc, j'ai essayé de faire ça quand même assez simple parce que le rôle de l'insuline, c'est large puis ça peut être très complexe, mais je pense qu'avec ça, là, on va pouvoir bien comprendre la physiopathologie là, un peu du diabète de type 2. Donc, la glycémie, tout d'abord, ça correspond au taux de glucose sanguin, donc au taux de sucre au niveau du sang. Donc, après un repas, la glycémie, elle va augmenter dans le sang. Puis, la présence de glucose va aller stimuler les cellules bêta du pancréas qui vont produire de l'insuline. Ça, l'insuline, elle va aider, dans le fond, à faire transporter le glucose dans le sang. Puis, elle va aller se fixer au niveau des récepteurs spécifiques pour aider le glucose à entrer dans la cellule. Le glucose, c'est vraiment la principale source d'énergie de la cellule, donc elle en a besoin pour fonctionner. Pour la médication, donc au niveau du diabète de type 1, ce sont des injections d'insuline, évidemment, qui peuvent être combinées là, parfois avec d'autres médications, mais ils n'auront pas le choix de s'injecter de l'insuline parce que le pancréas ne produira plus, ou des fois, c'est des petites quantités, mais vraiment pas assez d'insuline. Pour le diabète de type 2, souvent les patients ils commencent avec ce qu'on appelle des hypoglycémias oraux. Donc, c'est une pilule là, sous forme orale à prendre 1 ou 2 fois par jour. Mais parfois, là, c'est pas suffisant parce que le pancréas, c'est à force de produire beaucoup d'insuline, puis que finalement, l'insuline elle soit mal utilisée, il va s'épuiser. Donc, parfois, ils vont devenir, là, qu'ils vont être obligés de s'injecter à l'insuline également. Les hypoglycémias oraux, ils agissent de plusieurs façons. Donc, certains sont des sensibilisants à l'insuline. Donc, ils n'augmenteront pas la sécrétion de l'insuline, mais ils vont augmenter la réponse de l'organisme à celle-ci. Donc, ce que je vous montrais tantôt, là, se fixer aux petits récepteurs pour que le glucose puisse entrer dans la cellule, la médication va aller aider là, à ça. Donc, pour ce qui est des symptômes, donc, les plus courants, c'est la soif excessive, une envie d'uriner fréquente, une perte de poids et une fatigue. On peut également aussi avoir des troubles de vision, là, voire un petit peu flou. Ces symptômes-là, ils sont reliés à une hyperglycémie. Puis, c'est pas une journée, là, j'ai trop mangé de gâteau, je suis en hyperglycémie, je vais avoir ces symptômes-là. C'est une hyperglycémie qui est prolongée. Ces symptômes-là s'expliquent par la soif excessive va s'expliquer par l'envie d'uriner. Puis, c'est pas juste j'ai envie, mais j'urine pas, là, ça va être ils vont avoir des grosses mictions, puis ça va être souvent. Parce que, dans le fond, il y a trop de glucose dans le corps, donc le corps, il veut libérer le glucose dans l'urine, donc on va aux toilettes pour essayer d'abaisser notre taux de glucose. Ensuite, la perte de poids va s'expliquer par ce que je vous disais tantôt, là, c'est l'insuline elle sert à faire entrer le glucose dans la cellule, donc à aller la nourrir. Si cette étape-là ne fonctionne pas, la cellule n'est pas nourrie, donc elle a dit « j'ai faim, j'ai pas d'énergie, je suis pas capable de fonctionner », ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher ses réserves dans les réserves de lipides, donc de graisse. Donc, les personnes vont perdre 30, 40 livres, puis sans raison, là, l'alimentation va rester comme à l'habitude. Et la fatigue s'explique par la même explication, là, que c'est ça, les cellules n'ont pas d'énergie, donc la personne elle va se sentir fatiguée, puis elle va avoir moins d'énergie. Donc, hyperglycémie, on parle d'une glycémie à jeun supérieure à 7 ou supérieure à 10 après un repas. Puis, je vous dirais là, que la plupart du temps, les personnes qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques, qui arrivent, qui ont ces symptômes-là, ils vont avoir des glycémies à 24, 25. Donc, quand je vous dis hyperglycémie, là, c'est pour avoir ces symptômes-là, il faut être en grosse hyperglycémie, mais en même temps, une glycémie de 7 et 10, c'est quand même trop haut. Fait que c'est là que je vous dis que c'est quand même assez sournois comme maladie parce que ça ne sera pas diagnostiqué, mais ça a le temps de faire des dommages là, au niveau du corps. Donc, pour les valeurs de glycémie, donc pour une personne non diabétique, on parle d'une glycémie là, avant un repas ou à jeun entre 4 et 6. Une glycémie 2 heures après le repas entre 5 et 8. Puis, chez la personne diabétique, on tolère un petit peu plus, là, souvent. Donc, on parle de 4 et 7 à jeun, puis entre 5 et 10, 2 heures après un repas.
Puis, on a ici là, le HbA1c, qui est l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est une prise de sang qui se fait et qui permet de voir, dans le fond, un peu la glycémie dans les 3 derniers mois. Donc, ça va être vraiment un meilleur indicateur là, que de prendre une prise de glycémie comme ça, de façon ponctuelle. Là. Ça fait qu'ils vont pouvoir voir si l'hémoglobine glyquée est élevée, inévitablement, la glycémie a été élevée dans les 3 derniers mois. Donc, au niveau des complications du diabète, on en voit tellement à l'hôpital. Ils sont diagnostiqués diabète de type 2, ils ne prennent pas leur glycémie, ils font pas attention. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu penses à ça, là, un diabète, la vie de tous les jours va être quand même bien. Tu sais, ça ne sera pas des personnes qui vont être si mal en point que ça, mais le fait d'avoir une hyperglycémie prolongée peut tellement amener des grosses complications que c'est important là, de faire attention pour avoir un bon contrôle de la glycémie. Donc, au niveau là, des complications, on a la rétinopathie. Donc, c'est une maladie qui atteint les vaisseaux sanguins des yeux, puis ça peut mener à la cécité. Puis ça, c'est des complications qui arrivent régulièrement. Là. C'est pas, ça peut peut-être arriver. Là. On en voit beaucoup. Là. Donc, la néphropathie, atteinte au niveau des reins, peut mener à l'insuffisance rénale. Donc, des personnes diabétiques sous dialyse, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, neuropathie, donc atteinte au niveau des nerfs périphériques, qui amène une diminution de la sensibilité, un retard de cicatrisation, puis qui peut amener à des amputations. Et encore là, c'est des choses sur les étages à l'hôpital qu'on voit, là. Tu sais, quelqu'un que... On parle souvent des soins là, des pieds diabétiques, donc c'est important de porter attention, se couper les ongles comme il faut, surveiller si on n'a pas de bobos, parce que souvent, ils ne les sentiront pas. Puis, ça peut s'infecter, ça peut amener à des grosses complications, puis finalement, le gros orteil, on doit l'amputer, là, donc c'est pas très drôle quand ça arrive, là, nous, ça ne nous dérange pas, là, d'avoir un petit bobo sur l'orteil, mais quand on est diabétique, il faut vraiment faire attention. Ensuite, l'hypertension. L'hypertension et le diabète sont vraiment étroitement liés avec l'athérosclérose. C'est quand même tous des mécanismes qui sont assez complexes, mais puis qui vont amener aux maladies cardiovasculaires. Donc, les diabétiques ont beaucoup plus de chances de souffrir d'un infarctus, puis de faire de l'hypertension. L'hypertension peut amener de l'insuffisance rénale également, donc on surveille beaucoup la tension chez les diabétiques. Puis on va donner de la médication là, rapidement pour éviter là, d'avoir une atteinte au niveau des reins. Puis, quand on est diabétique, mais qu'on a un bon contrôle de la glycémie, là, on peut vraiment éviter ces complications-là. C'est ça, la clé, là, c'est vraiment contrôler la glycémie. Donc, j'ai trouvé là, quelque chose de super intéressant dans un livre qui parle de la promotion de la santé. Puis, je trouvais ça pertinent de partager avec vous. Donc, il est important de s'assurer d'abattre les préjugés en termes de promotion de la santé qui veut qu'il soit inutile de changer son style de vie car les dommages seraient irréversibles. Dans la population, nombreux sont ceux qui pensent que l'adoption de saines habitudes de vie ne réussira pas à renverser les effets des mauvaises habitudes de vie des 40 dernières années. Pourtant, une saine alimentation et de l'exercice physique entraînent des bénéfices indéniable pour la santé physique et mentale des aînés, et ce, sans égard à leur âge. Donc, on parlait de 60, 75, 85 ou 95 ans. Donc, peu importe à quel âge on décide d'avoir un petit changement au niveau des habitudes de vie, ça peut vraiment avoir un bénéfice. Puis, tu sais, des fois, c'est des gens qui sont rendus à 80 ans, mais, tu sais, s'ils vivent encore 15, on met le paquet, 20 ans, est-ce qu'on veut vivre ces 20 dernières années-là en santé, avec le moins de maladies, de complications possibles? Je pense que oui. Donc, c'est vraiment important là, de garder ça en tête. Puis, c'est comme pour la cigarette, là, c'est prouvé que quelqu'un que ça fait 15-20 ans qui fume, qui va arrêter de fumer, les poumons vont se refaire, il va avoir vraiment une belle amélioration. Là, donc, il n'est jamais trop tard. C'est ça que ça veut dire. Donc, comment on prévient le diabète de type 2? Donc, par une alimentation saine, par l'exercice physique. Donc, au moins 30 minutes par jour, on essaye. Tu sais, des fois, c'est juste des petites choses qui vont faire un changement à la fin de la journée. Donc, on va prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, on va se stationner un petit peu plus loin. Puis, tu sais, ça augmente nos minutes d'exercice physique. Parce que ça peut paraître gros, là, 30 minutes par jour, mais ça peut quand même bien se faire là, en intégrant ça dans une routine. Là. Surtout quand on est à la retraite, en plus. Au niveau du stress, là, avoir un taux, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Puis avoir un taux de cortisol élevé est vraiment associé à une hyperglycémie.
Donc, on va essayer de réduire au maximum. On fait de la méditation et on essaie de réduire notre stress là, pour prévenir le diabète de type 2. Puis, maintenir un poids santé. Donc, maintenant, je vais aller à la partie plus alimentation. Puis, juste pour vous dire, là, tout mon contenu a été validé là, par Candide Caron, qui est une nutritionniste. Donc, pour être sûr que je sois comme il faut, puis que c'est des données qui sont scientifiques, parce que il y a tellement de choses qui circulent, de désinformation sur Internet. C'est tellement facile d'aller chercher des choses par rapport à l'alimentation. Puis, je dis pas que tout est mauvais, mais c'est important de savoir les bases, puis de comprendre aussi tous les mécanismes. Donc, dans ce temps-là, ça nous permet d'avoir un œil un peu plus critique, de se dire, OK, ouais, quand on pense à mes bases, c'est ça, mais là, ça déroge vraiment beaucoup de mes bases. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je vais vous parler aussi de la perte de poids. Encore là, il y a tellement d'idées qui sont véhiculées par rapport à ça. Donc, les glucides, c'est le carburant de l'organisme, le principal carburant. Donc, c'est ce qu'on appelle communément les sucres. Notre corps en a besoin pour fonctionner. Donc, parmi les glucides les plus populaires, il y a le fructose, qui est le sucre naturel des fruits, le lactose, qui est le sucre naturel du lait, et l'amidon, qui est présent dans tous les féculents. Donc, on parle de riz, pâtes, patates. Encore là, ces temps-ci, on est beaucoup dans la mode, on fait la guerre aux glucides, pas beaucoup de glucides, on réduit nos glucides. Les régimes keto ou cétogènes, ce sont des régimes qui coupent tous les glucides, ou presque. Là, je pense que c'est une quantité minimale de glucides par jour qui augmente les gras. C'est sûr que, je veux dire, les glucides, ce sont des aliments qui sont quand même assez caloriques. C'est sûr que si on coupe tout ça, inévitablement, il va y avoir une perte de poids, mais pour la santé de l'organisme, moi, je pense qu'il faut penser toujours au niveau de notre santé. Pas nécessairement, je veux perdre du poids, puis je veux dire, il est très possible de perdre du poids en mangeant des glucides à tous les repas, là. Ça, c'est sûr et certain. Tantôt, je vais vous parler un peu des proportions. Des fois, c'est là que ça peut jouer là, un peu au niveau, tu sais, on favorise les grains entiers, évidemment. Donc, c'est ça. Je vais tout vous reparler de ça, là, mais c'est pour dire que c'est très important, les glucides, puis il ne faut pas que ça devienne notre ennemi. Moi, j'ai déjà... Oui, l'équilibre, effectivement, justement, c'est pas mal... C'est un mot qui revient beaucoup dans mes présentations, là, c'est l'équilibre. Puis, tu sais, moi, je me suis déjà fait un peu entourlouper là, dans ces histoires-là de régime, puis tout ça, puis manger un potage avant d'aller jouer au soccer, c'est pas ce qui donne le plus d'énergie, disons. Fait que c'est important de penser à ça. Donc, pour les protéines, c'est la carrosserie du corps. Elle compose les muscles, les ongles, les cheveux et la peau. Les protéines, ils procurent des acides aminés. Donc, la dégradation des protéines dans l'organisme s'appelle acide aminé. Puis, ça compose également les neurotransmetteurs. Dans le fond, les neurotransmetteurs, c'est les substances qui sont responsables des transferts de signaux dans le cerveau. Donc, une carence en protéines, là, ça peut amener beaucoup de choses, dont des troubles au niveau de la mémoire et de l'agilité mentale. Donc, encore là, c'est important d'en avoir à tous les repas. Comme je vous disais, là, avec les idées, là, maintenant, là, les régimes hyperprotéinés, c'est assez rare que les gens vont avoir des carences en protéines. On parle plus chez les végétariens ou des fois les personnes âgées qui vont manger un petit muffin le matin, un petit repas le midi, puis des toasts le soir. Bien là, tu sais, on manque un petit peu de protéines. C'est important d'en avoir à tous les repas. Puis là, moi, je parle toujours de la population générale. Je parle pas des athlètes de haut niveau et tout ça, là, que les besoins en protéines changent. Pour les lipides, donc, ce sont les gras. Donc, c'est l'huile à moteur de notre corps. Ils sont également essentiels au bon fonctionnement du corps. Ça constitue la membrane des cellules. Donc, la membrane des cellules s'appelle les phospholipides. Donc, c'est constitué de lipides. Donc, si on n'en mange pas assez, ça peut jouer au niveau de nos cellules. Ça joue aussi un rôle dans le système endocrinien. Donc, au niveau des hormones, ça régule toutes les hormones. Donc, on peut avoir des problèmes hormonaux là, si on mange trop peu de lipides. Puis, encore là, on essaie de manger le moins gras possible, puis tout ça. Puis, c'est sûr que, comme je vous disais, là, dans les macronutriments, les lipides sont ceux qui sont le plus caloriques, entre guillemets. Donc, il faut y faire attention un peu dans un processus qu'on veut garder un poids santé et tout ça, mais ils peuvent très bien s'intégrer là, dans une saine alimentation. À la place de mettre, exemple, 3 cuillères à soupe d'huile pour cuire nos légumes, on peut en mettre une seule. T'sais, on va avoir nos lipides, mais en même temps, ça ne sera pas trop calorique. Donc,
il existe des bons gras et des mauvais gras. Donc, ceux-ci révèlent de leurs conséquences sur le système cardiovasculaire. Donc, évidemment, on privilégie les bons gras, qui sont bénéfiques pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Donc, un exemple de bons gras, on parle d'huile d'olive, les avocats, les poissons gras, noix et graines. Puis, évidemment, mauvais gras, là, on parle de tout ce qui est chips, friture. On s'entend que c'est pas des gras, mais encore là, comme c'est l'équilibre, manger un petit bol de chips, c'est pas ça qui va faire qu'on va faire du cholestérol. Donc, c'est vraiment un équilibre, là. L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. C'est la fin de cette première émission consacrée au diabète. Madame Annie-Claire Langelier continuera à nous éclairer sur les incidences de cette maladie à notre prochain rendez-vous. J'aimerais vous rappeler que le Club Bon Cœur offre un club de marche. On l'appelle le Club de marche Bon Cœur Baie-Saint-Paul. Les sorties du club de marche sont les lundis et mercredis à 13h30 et le départ s'effectue du gazebo qui est situé à l'arrière de Maison-Mère. Donc, c'est une invitation à prendre part à ce club de marche. Et d'ailleurs, la marche est un excellent moyen d'agir en prévention de certaines maladies chroniques, dont le diabète. On vous attend à notre prochain rendez-vous de Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur.